Salut! Bienvenue sur la chaîne de Tell Play. Aujourd'hui, on va faire un tout petit bilan concernant les activités de la chaîne. Alors, je l'ai pas fait au moment du Nouvel An parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps, mais ça va être l'occasion de causer des projets qui ont eu lieu et des projets qui vont avoir lieu à partir de la semaine prochaine. À la vôtre. Le premier projet dont il faut qu'on parle, c'est Vermine 2047. L'actuel play a pris du retard. J'ai pas fait exactement tout ce que je voulais et je voulais avoir un peu d'avance sur le montage pour être opérationnel et qu'il y ait vraiment une diffusion hebdomadaire. Ça devrait reprendre à partir du 23 mars, du coup. Vous aurez un épisode chaque semaine pendant à peu près 6 épisodes. À la fin de la diffusion, il y aura la bande originale qui sera en ligne, qui est composée par Lambert Michaud, donc qui interprète Carcasse. Je pense qu'il y aura un peu de formule, une formule où vous pourrez acheter ou écouter l'album. Donc si vous l'achetez, vous nous soutenez. Si vous l'écoutez juste sur une plateforme de streaming, tant mieux, mais ça nous fera des clopinettes. Pour ce qui est de la formule augmentée, il y aura dedans, je pense, les pistes que vous pourrez utiliser, moyennant une petite mention, dans des vidéos, dans d'autres choses, puisque après tout, une fois que la ressource est créée, autant qu'elle serve. Je mettrai aussi à disposition le pack de sons que j'ai utilisé pour Vermine 2047 sur le blog. Alors c'est que des sons qui sont gratuits, mais ça peut servir à quelqu'un, donc je pense que je ferai ça comme ça. Ça évitera peut-être à d'autres gens de chercher, je sais pas moi, du langage sifflé ou des bruits qui peuvent évoquer des espèces de grosses bébêtes qui sifflotent et qui grognent un peu. Sur le plan jeu de rôle maintenant, je travaille toujours avec Claude Guéant sur Rex Elfica et vous pourrez nous retrouver tous les deux pour des parties au Ludiverse, donc le salon du jeu qui a lieu à Montreuil les 18 et 19 avril. Moi j'y animerai les parties de PAX et de Rex Elfica, histoire de libérer un peu Claude, et vous aurez également des démos de Cthulhu Ténébris. Alors ça sera du format 1h30, donc ça sera vraiment assez court, même plus court que ce qu'on a pu faire à Octogone. En ce qui concerne Octogone, pour l'instant je sais pas encore ce que je fais. Je ne suis pas sûr d'aller au festival parce que le nouveau lieu, d'un point de vue logistique, m'a l'air compliqué à mettre en place pour quelqu'un qui n'habite pas la région lyonnaise. Il y a aussi une histoire de supplément à Cthulhu Ténébris qui est en cours d'écriture. Alors à l'heure actuelle, j'ai écrit un scénario et demi sur les 3-4 à produire. Je sais pas exactement quelle forme ça prendra et quand est-ce que ça aura lieu, donc je préfère pas trop m'avancer, mais sachez que c'est en cours. Ensuite, à quoi est-ce que j'ai joué l'an dernier? J'ai joué principalement à Brancalonia, donc qui est ici. Brancalonia, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle où vous jouez des espèces de petites frappes qui font partie d'une clique ou d'une cohorte et qui sont des espèces de mercenaires à la noix, donc c'est l'occasion de jouer plein de situations rocambolesques. On a joué 6, 7, 8 parties peut-être, dans une espèce de grande campagne que j'ai ordonnée entre les scénarios qui étaient déjà préexistants. Je voulais faire un retour sur le blog, mais je n'ai pas eu l'occasion. Je vais pas trop m'attarder ici parce que je voudrais quand même avoir le temps de rentrer dans le détail. Globalement, c'est un univers qui est plutôt rigolo, qui est inspiré de la fantaisie italienne et des films un peu burlesques. Le grand mai, c'est ça, hein, globalement. La 5e édition. Moi je suis vraiment pas fan de Donjons et Dragons. Ce que je peux mettre au crédit du jeu, c'est qu'après y avoir passé un certain nombre d'heures, ça nous a permis de mieux comprendre ce qu'on faisait dans Baldur's Gate. Mais je trouve que le système est excessivement lourd pour ce qu'on va jouer, parce qu'on va jouer des personnages qui ne vont pas prendre d'expérience, qui sont un peu nuls. J'aurais préféré qu'il y ait un système dédié, même si on peut, allez, on va lui mettre dans les bons points qu'il y a un système de bagarre de taverne qui est plutôt rigolo et qui sert bien le propos. Bon, c'est quand même bien marré, faut pas non plus, je mets du négatif, mais c'était quand même plutôt fun. J'ai aussi joué à l'anneau unique, mais j'ai prêté la boîte à un copain. Donc on a terminé la boîte d'initiation de l'anneau unique, qui est vraiment un truc très très sympa, très très feel good, un peu en mode on va jouer des vieilles mamies anglaises, donc des hobbits dans la comté. Voilà, en gros, c'était plutôt agréable comme expérience. Je vous laisse aller sur le blog si ça vous intéresse, j'ai fait un retour. Sinon, on a joué à Cthulhu Ténébris, on a joué au supplément Hibernie, mais là aussi je l'ai prêté à un pote, donc je peux pas vous le montrer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de jouer la campagne des profondeurs, donc du coup on a pas mal passé de temps dans cet univers-là. Celle-là, j'espère pouvoir en faire un retour, parce que j'ai mon petit fichier de suivi qui permet d'avoir une idée de ce que les joueurs ont fait, vu que c'est un format un peu plus long. Concernant le supplément Hibernie, vous allez avoir le retour sur le scénario entre lacs sur le blog. Sinon, on a joué à mon jeu de rôle préféré de soirée quand il faut dégainer quelque chose rapidement. On a joué un peu à Mouse Ritter aussi. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour les jeux.
Concernant la suite, il va y avoir une vidéo la semaine prochaine sur le jeu de rôle et le trône de fer, que je vais d'ailleurs enregistrer juste après celle-ci, hein, soyez pas surpris si j'ai la même coupe de cheveux qui me fait ressembler à un Playmobil. Cette vidéo, elle est due à la diffusion de A Knight of the Seven Kingdoms, donc un chevalier des sept couronnes qui a eu lieu en début d'année, et c'est l'occasion pour moi de revenir sur les relations, on va dire, entre le trône de fer, le jeu de rôle, et ce côté médiévaliste de l'univers qui fait que je trouve que c'est peut-être le meilleur univers médiévaliste, puisque c'est un univers où on peut projeter plein de clichés sans problème, du moment qu'on abandonne la terminologie de réalisme. Pour le trône de fer, ce n'est pas un univers réaliste en soi, je préfère le terme de naturaliste, mais j'aurai l'occasion de développer là-dessus. Un mocan. Ah, 2 secondes. Oui. Voilà, il y aura quand même un chat dans cette vidéo. Voilà. Avant de vous laisser, je vous fais un petit point reco sur ce que j'ai lu l'année dernière et qui me semble important à mettre en avant. Je me suis dit que c'était un peu nul de faire un bilan, on va dire, film, série, musique de 2025 quand on arrive en mars 2026. Donc, je vous propose de faire un petit bilan de ce que j'ai lu, vu, écouté de mieux, et qui est créé par des femmes, histoire de les mettre un petit peu à l'honneur, puisque vous avez peut-être vu passer ces graphiques, mais d'un point de vue auteur en tout cas, les femmes sont quand même beaucoup moins bien payées que les hommes. Il faut le rappeler. Alors, j'ai pas cherché à faire un top en me disant ah bah tiens, je vais prendre toutes les femmes de mon top et on verra. C'est vraiment ce dont je vais vous parler là. C'est vraiment des choses qui arrivent en tête de liste dans mes tops, donc un peu toutes catégories confondues. On va commencer avec les lectures. Je pense que le meilleur truc que j'ai lu l'année dernière, c'est du Thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. C'est édité chez De Noël et c'est l'histoire de deux sœurs qui vivent dans l'arrière-pays niçois, qui développent des pouvoirs qui vont amener à des drames familiaux. On flirte plus avec un fantastique façon Hayao Miyazaki que avec de la fantaisie à proprement parler, mais c'est vraiment très frais, très rafraîchissant. Donc ça cause quand même de deuil, hein, faut pas se leurrer. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais lu, donc chapeau. Je pense que ça a fait un peu le tour de tous les tops de partout. L'année où c'est sorti, moi je l'ai découvert l'année dernière et c'était vraiment très cool. Côté film, j'ai essayé de trouver, mais étant donné que c'est un milieu quand même largement masculin, je vais devoir me contenter de co-réalisation. Dans les deux co-réalisations que je vais citer, la première, c'est la duologie des 28 ans plus tard. Peut-être un jour ce sera une trilogie, mais pour l'instant c'est plutôt mal barré au vu des chiffres que fait le second opus au box-office. Dans l'idée, on va y suivre on va dire l'univers de 28 jours plus tard qui était sorti dans les années 2000, sauf que cette fois on est 28 ans plus tard. La Grande-Bretagne a été complètement ostracisée et l'on va suivre des gens qui vont essayer de survivre dans une Grande-Bretagne post-apocalyptique, mais très très loin dans le temps. Je trouve que c'est intéressant dans les thématiques que ça développe. Et le deuxième film, il est réalisé par une femme racisée qui s'appelle Nia DaCosta. Et Nia DaCosta, on la connaît pour le remake de Candyman, ou encore un peu plus tristement pour The Marvels, qui est vraiment un film de commande. Je trouve que les deux films se répondent bien. Je préfère malheureusement un peu plus la réalisation un peu foutraque et un peu punk à l'iPhone de Danny Boyle sur le premier opus, mais Nia DaCosta a mis dans sa patte dans le premier pour pouvoir avoir des thématiques qui résonnent avec le deuxième et à participer quelque part à l'écriture du scénario, même s'il y a que Alex Garland qui est crédité. Encore un homme, bien sûr. Je trouve que c'est une duologie qui est assez originale, qui, si elle se transforme en trilogie, aurait au moins le mérite de nous emmener à un endroit où on sait pas trop où on va. Et voilà, c'est plutôt chouette à suivre. La deuxième co-réalisation, c'est le film Ghostlight de Kelly O'Sullivan et Alex Thompson. Alors là, on est sur quelque chose d'un peu plus féminin, on va dire, en termes de création, parce que si on a bien une co-réalisation, c'est Kelly O'Sullivan qui a écrit le scénario. De quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Dan, qui est un employé de la voirie, qui a l'air de pas être très bien dans sa vie, et qui un jour pousse la porte d'un théâtre amateur qui est en train de monter Roméo et Juliette, et ça va résonner avec ses problématiques à lui, puisqu'il est en train de devoir supporter la perte d'un enfant. Et petit trigger warning quand même, ça parle de suicide chez les jeunes. Alors je fais un spoiler, mais normalement à ce stade-là, à 400 ans, on est ok. J'avais jamais vu quelqu'un traiter la mort de Roméo et Juliette comme une romantisation du suicide chez les jeunes, et c'est super intéressant. C'est super intéressant, c'est super émouvant, c'est super beau. J'ai l'impression, alors il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé d'Hamnet, j'ai l'impression que c'est une version de Chloé Zhao du coup, qui est sortie en début d'année. J'ai l'impression que c'est
un film un peu moins boursouflé peut-être, et même si j'ai pas vu Hamnet, hein, mais c'est mon impression que ça m'en fait, et un peu moins course à Oscar, et qui de fait me semble pas forcément moins sincère, mais en tout cas voilà, moi j'ai beaucoup aimé, alors qu'Hamnet j'ai pas été le voir parce que du coup j'ai l'impression d'avoir vu un meilleur film sur le sujet. Je tiens à préciser que je mets ces deux films dans la catégorie des meilleurs films que j'ai vus l'année dernière, parce que ce sont deux produits de cinéma. C'est pas l'adaptation de quelque chose qui permet d'avoir un film, et ça me semble important. J'aurais aussi pu mettre La Petite Dernière de Avia Herzi qui m'a beaucoup touché, notamment parce que l'actrice principale Nadia Mettili est vraiment incroyable et c'est son premier film. Mais pour le coup, c'est l'adaptation d'un bouquin. Si le sujet vous intéresse, on y parle de Fatima qui essaye de conjuguer à la fois sa vie en banlieue, son homosexualité et sa foi musulmane. C'est un film très intéressant et très beau aussi. Côté série, j'ai découvert sur le tard aussi, un peu comme du thé pour les fantômes, le dessin animé Samuel d'Émilie Tronche, et si vous êtes passé à côté, c'est vraiment très joli. C'est 21 épisodes de 2 à 6 minutes, et on y suit le journal intime du petit Samuel qui est à l'école. C'est plein de très belles idées, c'est aussi plein de bonnes punchlines d'ados qui sont super rigolotes, et le dessin est très beau, il y a beaucoup de poésie là-dedans, beaucoup d'émotions. Et bah, la deuxième saison est en cours de préparation, donc j'ai un peu hâte que ça arrive. Et en plus, bah, le personnage de Bérénice est trop cool, donc bah voilà, foncez, hein, c'est pas très long et ça vous rendra heureux. Musique à présent, je vais vous parler de Calva Louise et de son album The Edge of the Abyss que j'ai dans les mains. Qu'est-ce que c'est Calva Louise? C'est un groupe que je connaissais pas, qui est un groupe on va dire anglais, même si de mémoire il y a un membre qui est néo-zélandais, un membre qui est français, et la chanteuse, guitariste, claviériste, elle de son côté britanno-vénézuélienne. À quoi ça ressemble en réalité? C'est un espèce on va dire de mélange entre du Muse, de l'emocore et de la musique folklorique latino-américaine. Donc c'est un mélange assez détonnant que moi j'aime beaucoup, et qui a le mérite, sur son album, de dérouler quelque chose d'un peu narratif. Je trouve que les chansons se répondent très bien. On a un début, un milieu, une fin, des thèmes qui reviennent parfois dans certaines musiques, donc c'est super chouette. Et en plus de ça, la chanteuse Alani qui a réalisé tout l'équipe de l'album. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est encore quelqu'un qui travaille à l'ancienne, c'est quelqu'un qui essaye de faire absolument tout sur After Effects et de faire tous ces petits effets spéciaux, même si elle doit faire une ville en 3D ou des choses comme ça. Donc je sais pas, je trouve ça agréable et frais de se dire qu'il y a des gens qui passent du temps à faire juste pour leur kiff des petits montages et des choses comme ça, bah, pour que ce soit cool. Et bah, il y a aussi une histoire un peu quand on suit les clips un peu au fur et à mesure. Donc voilà, c'est quelque chose qui mêle à la fois on va dire le côté très sataniste, on va dire de l'univers, et des trucs à la Kung Fury. Donc voilà, c'est fun, allez-y. Un petit podcast que je peux vous recommander aussi en passant, c'est le podcast de Victoire Tuaillon, qui s'intitule Et parfois on gagne. Donc si vous êtes un peu déprimé par la morosité ambiance de l'actualité, ça peut vous intéresser. C'est un podcast qui raconte les luttes qui se sont soldées par une victoire, et ce qu'on peut arracher à force on va dire, de combats sociaux. Alors ça pourrait paraître un peu trop gros ou un peu ennuyeux comme sujet, mais c'est très bien fait. Ça dure à peu près une trentaine de minutes et il y a un podcast par mois. Je sais que moi, il y a celui sur la guerre des demoiselles qui a été balancé directement dans la partie Brigade des Fouines de mes ressources, donc du coup le jeu de rôle que j'essaie de préparer qui se passera en montagne. Et bah voilà, il y a plein d'idées, il y a aussi plein d'idées à aller chercher là-dedans et à essayer de mettre en scène. Côté jeu de rôle, j'ai pas grand chose à vous proposer qui soit intégralement écrit par une femme. Il y en a de plus en plus des femmes qui créent des jeux de rôle et qui font partie d'équipes, parce que ça reste quand même du travail d'équipe souvent de créer une gamme. Donc je vais mettre l'accent sur un jeu qui me semble intéressant, qui est Péril et Princesse, qui a été édité par La Loutre Rôliste. Déjà, on ne peut que se féliciter d'avoir une maison d'édition de jeux de rôle qui s'appelle La Loutre Rôliste. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit OSR, on va retrouver des tables, des choses comme ça. C'est plutôt joli, c'est plutôt richement illustré. Et en fait, on y incarne des princesses. Donc on incarne que des femmes dans ce jeu. Et ces princesses, elles vont décider de se sortir les doigts et de terminer le conte de fées par elles-mêmes. Donc je trouve que c'est plutôt rigolo. Ça revisite un peu le dungeon crawling aussi. Et voilà, c'est plutôt fun. Petite rustine pour vous parler de deux autres femmes qui font un boulot exceptionnel et que j'ai la chance de pouvoir côtoyer car ce sont des amies. La première, c'est Adeline Martin, qui a déjà réalisé les vignettes de Cats et de L'œil de Laurent Canou.
Alors voilà, Adeline Martin, jusqu'à ce soir ou demain soir, selon quand vous regardez la vidéo, elle a une précommande parce qu'elle illustre le Anne de Green Gables, donc du coup qui a donné la série Anne with Annie sur Netflix. Donc voilà, c'est une chouette précommande chez Tiber Édition et je vous invite à aller voir son boulot. C'est vraiment très cool. Elle a aussi exposé, je vous mets 2-3 petites photos dans une expo qui s'appelle L'écho des ronces, qui est très basée sorcière et trucs comme ça. Donc je pense que ça peut plaire à une partie du public ici. Et la deuxième personne, eh bien, si vous vous intéressez aux jeux vidéo et que vous voulez voir la création d'un jeu vidéo indépendant de A à Z, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Kenza Koya, qui fait des vlogs sur la création de son petit jeu qui s'appelle Clay, enfin petit jeu, je pense que c'est plus important que ça, et qui explique un peu toutes les étapes de fabrication au milieu de conseils et de balades. Du coup, c'est plutôt chouette si vous y connaissez un peu en jeu vidéo ou si vous y connaissez pas trop, ça permet de suivre justement le parcours de créateurs et de créatrices en l'occurrence. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur le trône de fer, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à partager ce contenu s'il vous a plu, à me mettre en commentaire les conseils que vous avez à me donner. Aussi, je serai preneur, et voilà, à bientôt sur la chaîne de Play. Ciao.